Nous Welcome. allons commencer avec notre session. Soyez les bienvenus à la troisième journée de la réunion annuelle de 2021 de la santé planétaire qui est reçue, organisée par l'Université de São Paulo et de l'Alliance de la santé planétaire. Je suis António Saraiva de l'Université de São Paulo. C'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. C'est la quatrième réunion annuelle et la première réunion virtuelle. Nous sommes très heureux. Il y a plus de 4 800 personnes inscrites à la conférence depuis 128 pays. Le lundi, nous avons eu un début extraordinaire de notre réunion annuelle. Nous avons débuté avec le thème des valeurs fondamentales pour la santé planétaire. C'était une journée de très grands changements pour exploiter et reconnaître les valeurs dont nous avons besoin pour atteindre la grande transition. Nous allons discuter de ce sujet tout au long de la conférence. Hier, nous nous sommes concentrés sur le thème de la connaissance pour la santé planétaire avec l'objectif de promouvoir des dialogues sur comment fomenter les questions de la santé planétaire et son contenu dans la recherche globale, dans les institutions d'éducation et également dans les organisations de financement. Les dialogues et des débats d'hier se sont concentrés sur les changements structurels qui doivent être faits dans la recherche et dans les organisations de financement. Et ce que nous avons appris, c'est que ces changements sont sérieusement discutés avec des actions concrètes dans ces institutions. Nous avons appris avec des exemples fantastiques non seulement dans des départements d'éducation, mais également dans les structures opérationnelles de toutes les institutions d'éducation. Nous avons écouté la réaffirmation de ce que les sponsors sont dévoués aux grands défis de notre époque. Sincèrement, elles sont intéressées à collaborer entre soi et avec les partenaires. Nous devons également dire nous devons mettre en relief l'importance de traduire la connaissance en action en nous engageant auprès des législateurs pour faire un changement à grande échelle, à plusieurs niveaux, local, régional, international. Il y a également eu une entrevue très animée en discutant comment l'éducation et les matériels de la santé planétaire sont en train de gagner de l'attention au niveau mondial, non seulement aux élèves de ce secteur, mais pour toutes les disciplines, à tous les niveaux de l'éducation et aussi le public en général. C'est très difficile de tout résumer en paroles. Toutes les sessions ont été enregistrées et elles seront mises à disposition dans cette plateforme et dans la chaîne de YouTube de la PHA en portugais, anglais, français, espagnol et également en mandarin. Les conversations nous offrent un panneau de fond excellent pour le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur comment les économies basées sur la santé planétaire fleuriront durant le XXIe siècle. J'aimerais parler de deux lancements de programmes de la PHA, l'association individuelle pour notre alliance. L'affiliation individuelle est ouverte. Toutes les personnes qui ont plus de 13 ans peuvent s'affilier. Nous avons la communauté d'associés online sur la plateforme de réseau Railo. Vous pouvez vous affilier sur cette plateforme. Il y a plusieurs plateformes régionales du PHA. Il y a plusieurs communautés de l'Alliance communautaire de la santé planétaire. Vous pouvez y entrer et vous associer. Vous trouvez le Railo dans le hall principal de l'événement. Nous avons le stand de la déclaration de São Paulo. Cette déclaration sera le premier document de ce genre pour la communauté de santé planétaire, pour planifier à ce que des actions soient nécessaires afin que nous puissions atteindre la grande transition. La grande contribution sera de vous joindre à cet appel mondial. Vous pouvez vous unir à cet appel online dans le programme du développement des Nations Unies et dans le stand de l'Université de São Paulo qui est dans le hall. Il y a plusieurs partenaires commerciaux
commerciaux qui ont plusieurs offres et nous leur sommes très reconnaissants de leur contribution. Et vous devez également jeter un petit coup d'œil aux side events du festival qui ont lieu avant et après les sessions principales. Il y a plus de 70 groupes du monde entier qui ont contribué avec leur temps, leur effort pour s'engager dans des débats au sujet de la santé planétaire. Donc, unissez-vous à eux. Maintenant, c'est un plaisir de présenter le premier panel de la journée qui s'appelle Nouvelles affaires pour une nouvelle société. J'aimerais rapidement présenter le modérateur qui est John Fullerton. John Fullerton n'est pas un économiste conventionnel, il est investisseur, écrivain, certains le disent philosophe. Il est le fondateur du Capital Institute. Il a déjà écrit au sujet du capitalisme. Standards et principes universels iront modeler la nouvelle économie. C'est un livre de 2015. Et les finances pour un monde en gestation. Après une carrière à Wall Street, à la bourse, il était directeur auprès du JP Morgan ancien et il a écouté ses voix internes. Il a quitté. Il a participé à la fondation du Capital Institute en 2010. Il participe dans la gestation de l'économie audacieuse en partenariat avec les systèmes vivants et avec la sagesse. John est le président fondateur, membre et conseiller de plusieurs initiatives de durabilité. Je lui donne donc la bienvenue. Merci, Antonio. C'est merveilleux de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons un panel extraordinaire pour discuter la question des affaires dans cette nouvelle économie. Et je dis cela avec toute ma sincérité. Tout le monde dit cela, je sais, mais je voyais la biographie de tous les panélistes et nous nous apercevons que les organisateurs de la santé planétaire ont monté un groupe extraordinaire de personnes. C'est un privilège d'être parmi vous. Tout d'abord, je vais présenter à tous. Je pense que tous sont sur l'écran. Nous avons Silvia Lagnado de Natura. Non seulement elle lidère le pilier et les initiatives de durabilité dans la nature, elle a une expérience chez Ulinveri. C'était une entreprise qui était engagée dans la durabilité. Elle a donc une expérience dans des affaires principales pour qu'elle puisse fonctionner pour la planète et pour la société. J'ai Tom Zaki qui est le fondateur et COO de TerraCycle. TerraCycle offre des solutions de pointe pour les mouvements de recyclage. Ils ont reçu plusieurs prix. Tom a écrit 4 livres lorsqu'il était disponible, en incluant La révolution dans une bouteille. Il nous parlera sur tout le marché de recyclage et également sur l'économie circulaire. Bruce Friedrich, qui est ici il travaille sur les protéines alternatives pour réduire l'impact des viandes sur la planète. Et il a un TikTok qui a été suivi plus de 2 millions de fois. Et également, mais très important, je vais essayer de prononcer votre nom, Kochakorn Vorakorn. Elle est de Thaïlande. Et Koch est une architecte de paysagisme et elle travaille dans cette intersection de l'environnement construit et de l'économie humaine. Dans cette intersection, elle a reçu plusieurs prix en incluant des prix de la Time Magazine, dans le prix Étoile ascendante de la Time Magazine, ces femmes qui changent le monde de Time Magazine et sûrement d'autres prix dont je ne suis pas au courant. Mon rôle ici sera d'établir le contexte pour vous tous et ensuite nous aurons des présentations rapides de chacun des panélistes et après j'espère que nous aurons une discussion assez robuste et nous aurons du temps pour les questions à la fin. Allons-y.
Je vais maintenant partager mon écran. Ça fait partie de mes tâches. Je vous ai préparé quelques transparences pour réveiller votre imagination. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Je crois que non, ça ne vient pas encore. Are you still there? Oh, here, I think I see the problem. My apologies. Here we go. Voilà, je viens de m'apercevoir comment on fait. Est-ce que ça marche? Oui, nous arrivons à voir votre desktop. J'espère que vous pourrez voir la transparence. Le topic, nouvelles entreprises, nouvelles affaires pour une nouvelle société, pour une société régénératrice. J'aimerais insérer le contexte. Voyons où nous sommes en ce moment. Nous avons le changement climatique qui est au centre dans l'esprit de nous tous. Et voilà un petit rappel sur comment les systèmes répondent à la pression. Et la pression inclut le réchauffement. Pensez sur l'eau. L'eau se transforme de l'état solide, elle se réchauffe suffisamment pour devenir un liquide, elle se maintient en liquide jusqu'à ce qu'elle atteigne un nouvel état. En ébullition, elle se transforme en gaz. Les scientifiques appellent ça de transition en phase. Nous faisons face au risque d'avoir une transition basée sur des phases dans l'économie humaine. Regardez la prochaine transparence. Nous sommes en train de faire face à ce risque, de passer à travers des phases dans l'économie humaine, dans la société humaine, si nous n'arrivons pas à maintenir la température de la Terre dans cette limite que nous avons vue dans l'Holocène de 1,5 degré de réchauffement. C'est la limite maximum que nous pouvons atteindre. C'est-à-dire nous vivons un moment mémorable dans notre histoire. Nous vivons cette ère. Nous passons de l'ère moderne qui a duré plus de 400 ans et nous entrons dans une nouvelle ère que certains appellent d'ère intégrale. C'est un moment très stimulant, mais en même temps un mouvement qui contient beaucoup de risques. Comme je suis du secteur des finances, j'ai réduit la cause origine de ce problème à notre problème économique, mais il y a d'autres racines du problème. Par exemple, notre dissociation de nous-mêmes, notre prise de distance par rapport aux planètes, mais je pense que notre système économique et particulièrement la finance, c'est ce qui oriente ça. Si nous regardons les économies autour des finances en tant que propulseur de la valeur, les choses vont bien fonctionner. C'est ce que nous pensons. Il y a une longue histoire qui explique cela, mais je suggère d'inverser cela. Nous devons réimaginer notre économie comme si elle était introduite dans la biosphère. Et ce sont les finances qui devraient servir à l'économie, à améliorer la société et à améliorer la planète. J'ai écrit un article qui s'appelle « Capitalisme régénérateur, comment inverser les principes et les standards universels qui vont changer notre nouvelle économie. C'est sur l'Internet. En résumé, je pense que nous essayons de trouver notre voie d'une société qui dégénère, mécaniciste, qui migre vers tout un système, vers tout un design régénérateur basé dans un système qui est relié à une pensée holistique. Et notre travail dans les entreprises nous emmène de la gauche vers la droite. Il n'y a pas une entreprise que je connaisse qui soit là du côté droit. Je ne la connais pas. C'est une journée, c'est un parcours. Ce n'est pas quelque chose que nous allons atteindre en victoire pleine. C'est un processus des systèmes vivants
qui les rend durables au long du période. C'est le processus qui définit la vie dans la planète et je pense que nous devons définir le design des économies. Dans l'article, je parle sur 8 principes que je n'aborderai pas ici, mais l'important c'est que chaque entreprise, chaque économie locale est unique, mais toutes doivent suivre les principes des systèmes vivants. Les principes sont en ligne avec les traditions et avec les sagesses que nous avons fait question d'oublier et je ne suis pas le premier à considérer cette idée. La nature est un système autorégénérateur efficace et si nous découvrons les lois qui sont dans le système et que si nous pouvons y vivre de façon synergique, nous aurons du succès pour vivre en communauté. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais nous devons être alignés avec les systèmes vivants, sinon l'expérience humaine souffrira de son option. Alors, avec cela, j'aimerais commencer avec les panélistes et leur participation. Chacune de ces personnes font leur travail dans le monde réel et nous devons apprendre ensemble comment mettre en pratique ces idées matériellement et même si ces personnes ne connaissent pas le livre du capitalisme régénérateur, je pense que ces idées sont déjà insérées dans le système qu'elles proposent. Donc, nous devons redéfinir les structures et la meilleure façon de le faire, c'est en changeant le métabolisme des matériaux que nous utilisons. Et je vais vous passer la parole pour que vous puissiez décrire ce processus. Merci. Je vais partager des images également parce que je pense qu'il y a des images très fortes pour illustrer ce que je vais vous dire. Et je veux être sûr que vous pouvez voir mon écran. Bon, TerraCycle est une société de gestion de matériaux. Nous opérons dans 22 pays du monde et nous sommes, je pense que les plus grandes leçons que je peux partager avec vous, c'est que nous focalisons sur une façon qui ceci commence dans une pensée de système planétaire où le produit et l'emballage ne peuvent pas être recyclés. On peut apprendre comment le faire. Pourquoi faire quelque chose qui n'est pas recyclable? La bonne nouvelle, c'est que pratiquement tout peut être recyclé, ce qui rend les choses qui ne sont pas recyclables, quelque chose qui ne soit pas profitable économiquement. Donc, ce qui nous fait penser que, par exemple, un shampoing, une bouteille de shampoing est totalement recyclable. Mais bien sûr, ça coûte trop cher de collecter cela. Donc, ça ne vaut pas la peine. Par exemple, des marques comme Body Shop, nous travaillons avec eux dans plusieurs pays en collectant ces emballages aussi pour le recyclage de couches au Royaume-Uni. Le recyclage est très, très fort et nous avons la première courbe de recyclage. Et comment nous aidons les entreprises à s'intégrer dans ce cycle. Et ce focus, c'est que beaucoup de sociétés sont engagées dans l'utilisation de contenus qui puissent être recyclés, mais des contenus vierges. Et ici, la plus grande partie du contenu qui est utilisé doit être en réalité déjà recyclé. Donc, comment penser à ça depuis le début de la chaîne de l'approvisionnement? Et les pollutions est en train de détruire nos mers, nos océans, nos rivières, la nature. Donc, les systèmes peuvent être propres et produire des emballages plus propres. Et
Nous voyons ici au sommet de l'Everest, en conclusion, c'est que l'économie circulaire basée en recyclage peut aller au-delà. Comment changer donc l'économie circulaire en utilisant une plateforme que nous avons lancée, un système qui s'appelle Loop, organisation au lieu d'emballages qui seront jetés et un emballage qui sera réutilisé. Par exemple, cet emballage de détergent et utilise des récipients qui peuvent être totalement recyclés sur un modèle comme le livreur de lait qui apportait la bouteille de lait, il prenait l'ancienne bouteille et enfin, en reprenant cela au magasin et le fabricant ramasse les bouteilles et apporte les nouveaux produits. Donc, ce système circulaire avec des marques comme Natura et avec de grands distributeurs qui rendront cela une réalité. En concluant, après tout cela, la réponse en réalité n'est pas celle-là. La réponse est pour la durabilité intrinsèque. Ce n'est pas l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est honorer les molécules qui ne sont pas jetables. Et la réponse pour tout cela, c'est de moduler notre appétit pour la consommation. Et nous devons penser à ça parce que les sociétés et les entreprises peuvent demander plus durable pour avoir un équilibre fondamental. Donc, c'est ce que nous pensons. Formidable, Tom. J'apprécie cette attitude et ceci est très inspirateur. Et c'est donc la question principale est n'achetez pas trop de produits. Ça, c'est la solution pour la durabilité. Je dirais, n'achetez pas trop. Ça, c'est vraiment la question, la clé. Et acheter, bon, c'est mieux de faire c'est mieux que rien. Mais la solution, c'est de ne pas avoir cet excès de consommation. Un impact également important sur la planète, c'est toute l'ambiance construite. Comme nous choisissons de vivre, l'infrastructure verte, les bâtiments. Donc, on va aborder ce défi par le biais de votre point de vue et à partir de là, nous allons discuter. Merci, John. Je vais partager mon écran également. Vous pouvez voir. Je suis architecte et paysagiste en Thaïlande. En réalité, avant ça, avant l'élection américaine, j'ai été invitée par mon gouvernement pour présenter mes idées en collaboration économique qui va pour la région de l'Asie-Pacifique. Nous parlons beaucoup de PIB, mais nous devons repenser, nous devons aller au-delà du PIB. Nous parlons de changement, comment nous pouvons continuer en tant qu'humanité à à prospérer, à vraiment nous épanouir. Et ce que nous disions dans nos réunions, et on voit beaucoup de carbone et on n'a pas comment recycler. Et parfois, on a même pensé que ça serait une terre morte. Ça, c'est une ville. Ceci survient dans plusieurs villes en delta de rivières, des parties de New York, de Tokyo, New Orleans.
et Nouvelle-Orléans et en plusieurs autres endroits. Et ceci détruit notre nature. Ce sont les limites de la ville ici, les frontières de la ville. Et nous n'avons plus, par exemple, il y a les fermes de crevettes ici. Il y a, et il y a tellement de problèmes d'inondations, par exemple. Ça, c'est ce que nous voyons en Thaïlande, dans certaines provinces. Et là, nous voyons les sécheresses, les inondations, la pollution. Et nous pensons à ce que nous allons manger. Mais en réalité, les déchets qu'on ne peut pas transformer, vous envoyez vers la Thaïlande et vous exportez vos déchets pour pouvoir améliorer vos villes et vos pays, mais vous envoyez vos déchets à d'autres pays. C'est ça la triste réalité. Mais nous avons ici la question maintenant de la pandémie de COVID. Nous ne savons pas quand nous aurons le vaccin, donc il faut s'adapter ou on va mourir. En réalité, à Bangkok, en Thaïlande, ça, ce n'est pas seulement un parc, mais on a repensé la façon dont nous allons utiliser l'infrastructure construite pour promouvoir des changements. Nous confrontons les inondations. C'est un parc qui absorbe l'eau de la pluie et ceci aide la ville à contrôler les inondations en créant des espaces publics et en pensant à la santé publique également. Nous devons penser comment ces terres de delta, de rivières peuvent être traitées. Et la terre devrait être, si elle est toute couverte de béton, ceci ne permet pas l'absorption. Donc, nous créons une voie pour que l'eau rentre dans les canaux que nous avons construits. Donc, ici, nous avons notre parc. Et une autre question, c'est la question alimentaire. En Thaïlande, probablement, nous avons un problème d'alimentation pendant la pandémie. Mais ce projet-là est le plus grand projet de toit vert. Et nous pensons à une autre façon de recycler l'espace. Lorsque nous avons créé des îles de chaleur et une grande densité, nous devons penser comment l'espace peut résoudre nos problèmes. Donc ça, c'est une ferme. We export so much pesticides from the US, like top 5, and slowdown of Nous voyons ici une question d'importation de pesticides des États-Unis. Donc, toute cette question de l'agriculture est également liée à l'architecture. Et ici, l'infrastructure des villes, ça, c'était un pont qui a été abandonné il y a 40 ans et le premier pont du monde. En réalité, nous avions déjà cette structure existante. Donc, le fait de penser sur cet espace, c'est quelque chose que nous devons faire. Lorsque nous pensons en construction, nous pensons toujours à de nouveaux projets, mais nous devons donc utiliser ce que nous avons déjà. Merci beaucoup. Très, très inspirateur. Et en même temps, c'est terrible de penser dans cette question avec la pandémie. Merci beaucoup de partager avec nous votre projet. Le prochain à intervenir,
c'est Bruce et le sujet, c'est la viande industrialisée qui est dans l'esprit de tout le monde. Donc, Bruce est rentré profondément dans ce sujet. S'il vous plaît, Bruce, ne provoquez pas, s'il vous plaît, une dépression dans nous tous avec ce sujet. Je ne vais pas dire que c'est une question d'or, mais je vous promets que ça ne sera pas totalement dépressif. De nouvelles sociétés pour une nouvelle de nouvelles entreprises pour une nouvelle société. Le focus de cette présentation, c'est que faire à propos de la production de viande animale. La façon dont nous produisons la viande aujourd'hui a des coûts extérieurs très importants en termes de sécurité alimentaire pour le climat, pour la santé mondiale. Ça, ce sont les projets. Il y a 80 solutions pour le climat. J'aimerais attirer votre attention pour un régime riche en plantes. C'est l'une des principales 4 solutions pour pouvoir maintenir le changement climatique à un niveau maximal de 1,5 degré. Nous avons le régime basé en plantes et l'énergie nucléaire un régime riche en plantes, c'est beaucoup mieux que l'énergie climatique. L'autre chose, c'est la résistance aux antibiotiques, que nous avons 70 à 80% de nos antibiotiques produits dans la planète sont appliqués sur les animaux. Ça, c'est l'article de couverture de Times Magazine il y a quelques mois. Ce problème ne s'améliore pas. Ceci crée une grande résistance aux antibiotiques dans le monde. Nous consommons de la viande animale avec des antibiotiques. Et ceci est valable pour les États-Unis, pour la Chine, et les antibiotiques ne connaissent pas de frontières internationales. La pandémie, la prévention de pandémie. Nous vivons une pandémie maintenant et en juillet dernier, l'ONU a lancé ce rapport sur les causes les plus probables de la prochaine pandémie. Numéro 1, c'est justement la protéine animale. Le plus d'animaux nous avons, le plus nous avons de probabilité d'avoir des virus d'origine zoonotique. Le numéro 2, c'est pratiquement la même chose. L'agriculture qui n'est pas durable. Et numéro 7, c'est le changement climatique que nous avons vu. Ça s'empire de façon importante à cause de la production de viande. Et ici, la diapo, l'ONU, qui dit que notre trajectoire actuelle, nous allons devoir produire 100% plus de viande jusqu'à 2070. En réalité, Bill Gates a lancé un nouveau livre en disant comment tous, nous sommes en train de penser à la consommation de viande. Même aux États-Unis, où les diapos sont très connus, la communauté environnementale implore aux personnes qu'elles mangent moins de viande. Il y a des décennies, 2019 a été la plus grande consommation de viande dans l'histoire des États-Unis. Donc, il faut convaincre les gens à consommer moins de viande animale. Et ceci ne marche pas. Et au lieu de résoudre, il faut travailler pour la nature humaine, non pas contre la nature humaine. Donc, il faut penser à un système 1 et système 2. La physiologie, en réalité, transforme tout cela dans un système. Ça, c'est clair. D'après les graphiques, nous avons des problèmes d'obésité mondialement, même si certains pays veulent le faire, d'autres sont totalement contraires. Nous sommes chaque fois moins sains à cause d'une consommation trop grande. Même si nous comprenons le problème de la consommation par rapport à la viande, il y a un rapport direct entre développement et consommation de viande. Le New Business, le Nouvelles entreprises pour une nouvelle société, dit qu'on peut cultiver la viande par le biais de plantes. Tout ce que nous avons dans la viande peut se trouver dans cette viande végétale. Et nous pouvons cultiver donc la viande directement de façon végétale avec une petite fraction des effets en termes de changement climatique.
Nous avons ici l'efficacité que nous avons pour élever des animaux et nous allons utiliser 75% moins de terre pour planter ces plantes nécessaires pour cette viande végétale. Donc, la prochaine pandémie peut être provoquée par une cause directement liée à l'élevage d'animaux. Et nous avons donc la résistance à des biotypes. Donc, la viande cultivée, la viande végétale peut avoir le même goût, peut coûter moins et beaucoup moins pour l'environnement et pour la santé. Ça, c'est le focus de l'Institut Good Food. Nous avons des objectifs en sciences, technologies, industrie et politique. Nous avons 110 personnes dans notre équipe et les gouvernements devraient nous financer. Ils financent des milliards de dollars pour les agribusiness et en réalité, ils devraient financer cette transition et nous aider à cultiver, à planter cette viande végétale à partir de plantes. Donc, nous avons ici le site internet gfi.org. L'objectif final, c'est avoir un téléphone comme celui-ci, même si ce n'est pas connecté. C'est une caméra et il n'y a pas de film et on peut se rassembler ici et le monde sera beaucoup mieux. Ça, c'est le focus de GFI, de notre institut. Ah, c'est impressionnant, Bruce, vraiment. Nous faisons le temps juste. Tout le monde a le temps juste. Sylvia? Est-ce que vous arrivez à me voir? M'écoutez très bien. Oui. Vous devez me regarder. Très beaux habits, Sylvia. Merci. Bonjour à tous. Je représente la Natura Co. Et j'ai une fonction dans ce groupe qui est la Natura Co. Je vais vous en parler un peu. J'ai été déjà engagée dans l'entreprise durant 7 ans. J'ai participé du conseil de direction, conseil d'administration. Je suis une ingénieure de Poli de l'Université de São Paulo. Il y a 32 ans, durant 32 ans, j'ai habité à l'étranger et nous sommes retournés l'année dernière. C'est un pays compliqué. En parlant de São Paulo, je fais partie du conseil administratif de Natura depuis 5 ans. Et lorsque j'étais dans l'équipe non exécutive, nous avons acquis une entreprise nommée Isopia. Ceux qui sont en dehors du Brésil doivent la connaître. Nous l'avons acquise en 2016. En 2017, nous avons acquis la Body Shop. Je vais vous parler un peu du contexte de la Berry Shop. Ceci, c'était au début de l'année dernière. John m'a mentionné Natura. C'est la première marque de beauté cosmétique, mais elle n'est pas connue en dehors de l'Amérique latine. Elle est assez grande en Amérique latine, mais elle n'est pas connue à l'étranger. Ce groupe que nous avons, qui est la Natura Co., nous avons décidé de l'appeler Natura. Si vous étiez au Brésil, vous devriez savoir pourquoi. Natura, elle a toujours été une entreprise progressiste par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui. Le fondateur de Natura, lorsqu'il a fondé l'entreprise, il ne l'a pas fondée parce qu'il voulait produire des produits naturels. Le nom Natura vient de sa croyance de ce que nous, êtres humains, nous appartenons à cette grande chaîne de relations qui connecte tout dans notre planète. L'entreprise est un petit organisme vivant qui interagit avec cet écosystème beaucoup plus grand où tout est interdépendant. Sa vision était liée à la qualité des relations que nous, humains, nous avons avec nos univers, mais aussi les relations avec les autres êtres humains, avec la nature. Nous en faisons partie de cette nature, mais très souvent, nous ne nous rappelons pas de ça. Nous pensons que nous contrôlons la nature, mais c'est une relation du respect que nous devons avoir avec la nature et avec l'écosystème. Et c'est ce qui va déterminer
la longévité de l'entreprise et sa valeur. Et la valeur de l'entreprise doit être mesurée en termes de contribution à la nature. Et de ceci, il y a 50 ans. L'entreprise était déjà née de la sorte et je suis privilégiée de pouvoir travailler dans une entreprise comme celle-ci. Quand l'acquisition de l'Ipsops et de Barishop ont surgi, ils ont des croyances similaires. Et récemment, nous avons acquis Avon. Natura voulait augmenter, s'étendre. Elle voulait opérer sur une communauté plus grande. Mais pour elle, c'était important de continuer à être gérée sous ces mêmes principes. J'ai dit nous avons fait des acquisitions, mais ce mot acquisition n'est pas dans l'esprit de notre entreprise en général. L'année dernière, je suis venue m'unir à cette entreprise. Le travail était déjà en cours. J'ai eu le privilège de venir unir mes efforts à un travail qui était déjà en cours. Dans ces 4 entreprises. Nous avons lancé ce concept c'est un concept qui englobe quelques principes. Je vais parler sur le topic de l'innovation d'ici peu. Nous nous engageons à être net zero sur 10 années, c'est-à-dire 10 ans avant notre engagement initial. Nous nous sommes engagés à embrasser la circularité et la régénération. Nous avons une définition assez claire de régénération. Nous pensons que 10 ans, ce n'est pas suffisant, avec l'exception de quelques exemples. Par exemple, nous venons de conclure la phase de preuve de concept pour la cultivation de l'huile de palme au Brésil. Et dans ce cas, nous allons pouvoir réduire l'empreinte de carbone. Nous aurons moins d'émissions de carbone. C'est ce que nous appelons de régénération. Et également, il y a des définitions par rapport aux impacts sociaux sur les personnes qui doivent être régénérées. La réalité, c'est que nous serons très circulaires en utilisant certaines technologies. Le plastique en provenance du méthane, c'est l'un de nos exemples. Nous nous sommes engagés à avoir 100% de circularité dans le délai de 10 ans. Ce sera très difficile d'atteindre cet objectif. Nous aurons besoin de beaucoup de TerraCycles ou de cheaper TerraCycles ensemble avec les gouvernements et les entreprises comme celle du thon pour que nous puissions atteindre cette circularité pleine. Nous nous sommes compromis à 100% de circularité en 10 ans, 50% des gaz à effet de serre vient des emballages, des plastiques, et c'est pour ça que la circularité est très importante. Je vais mentionner encore un exemple. C'est une question de plaidoyer. Nous avons un grand rôle qui est de garantir 0 déforestation en Amazonie jusqu'à 2025. Au cas où vous ne le sauriez pas, Natura est très engagée avec le sommet de 92. Les directeurs, les propriétaires sont très engagés dans le travail avec les communautés en Amazonie en réinvestissant de l'argent dans ces peuples qui vivent dans la forêt. Pour eux, c'est important de maintenir la forêt debout et il y a toute une chaîne durable pour maintenir la forêt. Donc, nous aurons besoin d'une innovation phénoménale et c'est très inspirateur de voir le travail qui a été fait ici. Je pensais à la solution de la viande. C'est un travail incroyable, surprenant. J'ai vu ce même travail en Thaïlande. J'étais très impressionnée. Nous croyons que le niveau d'innovation pour atteindre cela devra être multiplié par plusieurs facteurs. Nous croyons que chaque fois plus d'êtres humains adoptent cette fonction dans la planète. Le monde continuera sans nous ou avec nous. Et je suis sûre que les gouvernements, les corporations et les citoyens iront tous s'engager dans cela. Mes derniers mots, comment est-ce que nous racontons l'histoire? Et ça, c'est urgent. C'est urgent. J'ai beaucoup appris l'année dernière en
travaillant pour une entreprise comme la Natura Co, j'ai appris à ma manière, nous nous communiquons à notre manière, à travers la poésie par exemple. Les personnes répondent à des histoires différentes. Passez le message de diverses façons. J'aimerais que vous tous de l'académie, du monde scientifique, viennent à utiliser également la narration d'histoire dans votre leadership. C'est merveilleux. Merci Sylvia. Rapidement maintenant, il y a déjà plein de questions qui sont en cours ici. Je vais résumer mes propres questions. J'aimerais traiter d'un sujet mentionné par Sylvia, mais qui a été également présenté par Tom. C'est très intéressant d'écouter les personnes des entreprises qui parlent des narrations des histoires. Nous aussi, nous croyons sur cela. Nous aussi, nous écrivons des histoires, nous avons un guide pour investir dans l'économie régénératrice. J'aimerais vous demander à vous deux, est-ce que vous pourriez parler un peu plus? Non parce que le récit des histoires est important, mais parce que ceci vient changer les mentalités dans votre travail. Tom et Sylvia, bon, je vais répondre. L'un des principaux défis, dit-on, dans notre monde avec cette idée de l'économie circulaire physique, comment est-ce que les choses vont circuler véritablement, c'est qu'il y a très peu de leviers financiers. Le recyclage, juste le coût de collecter et de traiter le matériel versus la valeur, c'est très limité. On doit être plus créatif parce que les prix du pétrole sont en train de chuter comme ils ont chuté en 2015 et les recycleurs iront en faillite. Si certains pays arrêtent d'importer des cartouches, par exemple, il y a beaucoup de matériel qui sont jetés en Asie. Si nous regardons de l'autre côté, si vous êtes un recycleur travaillant à Auckland ou à Toronto, et que votre marché là-bas, lorsque ces changements ont lieu, votre marché change en 40%. Le recyclage, c'est très binaire, c'est très difficile. Donc, en parlant des histoires, les histoires déclenchent tout un nouveau type de valeur qui peut être monétisé et qui peut venir compenser cette méthode économique qui est binaire. Si vous pensez sur l'histoire qui apporte des valeurs, des pouvoirs, les organisations dépensent des milliards de dollars dans le marketing et dans la publicité. Et ceci peut devenir un levier pour instiller du sens, non seulement basé dans la consommation. Il y a des marques qui sont consommatrices. Ils utilisent des matériels recyclables, par exemple le plastique de l'océan, ou au lieu du commercial à la télé duquel vous recevez la modèle avec des molécules qui sont autour de ses cheveux. Ça, ce n'est pas suffisant. Instiller du sens, c'est important. Instiller du sens a une valeur financière et peut compenser les défis temporaires de l'économie circulaire et de ses variations. Les personnes parlent de l'économie circulaire qui est une opportunité de trillions de dollars, mais la partie qui coûte, c'est de faire la transition vers cette économie circulaire. Et raconter des histoires, c'est important parce qu'elle aide à retenir des talents, par exemple. Il y a beaucoup de choses importantes à en faire le levier, parce que ceci transforme la transition en quelque chose de plus matérialisable. Est-ce que Sylvia, est-ce que tu pourrais partager ton travail par rapport à la question des récits? Oui, bien sûr. Nous avons la fondatrice de Bottle Shop. Elle raconte les histoires très bien. C'est une grande activiste. Elle a développé sa marque en racontant des histoires et en partageant sa passion. Malheureusement, la marque a été achetée et maintenant nous possédons cette marque de Body Shop. Elle devra être ce qu'elle a été projetée pour être. Nous racontons beaucoup de récits dans cet espace de la beauté. Nous sommes fiers de le faire et j'ai été très inspirée par le Chronos de Natura, qui est une marque au Brésil. Et l'un des fondateurs a dit qu'il a pleuré lorsqu'il a vu le travail de la DAP, parce qu'il était très heureux de voir comment cette marque qui avait un impact global, comment elle parlait du Chronos qui était notre marque. Et ça, c'est par rapport à l'auto-estime et à la beauté.
Nous sommes la deuxième marque de potée au Brésil. Nous défendons la forêt et en rendant l'argent de retour aux indigènes. C'est une marque qui n'arrête pas de croître. Ce n'est pas tout le monde qui achète Ecos, la marque écologique de Natura, mais nous devons intensifier le travail de conscientisation pour que les personnes aient plus accès à cela. Je travaille sur cela. Nous avons toutes ces histoires sur les plusieurs types de gazon. J'ai beaucoup appris par rapport à ces manières de faire la narration. Je suis d'abord une ingénieure et après je suis devenue une personne du marketing. Et après, je me suis dit, mais il y a tellement de choses qui peuvent être racontées pour captiver et pour former en même temps. Oui, Sylvia, je suis d'accord avec toi. Je viens de recevoir un email de cette personne du Portugal qui est en train d'écrire une thèse de doctorat sur le marketing régénérateur. Je pense qu'il y a un potentiel immense pour créer des marques authentiques qui soient régénératrices. Des marques qui seront citées dans le marché du fait de leurs principes. Et je suis sûre que la consommation ira dans cette direction. Oui, en tant que scientifique, je suis surprise de savoir combien de choses les biologues sur combien de choses elles sont au courant. Oui, alors en effet, Sylvia, la question des récits n'a pas été complètement exploitée. Il y a aussi la question du sweetgrass, qui est la citronnelle, qui a été mentionnée par John. Et toi, coach, tu as montré des images incroyables du ciel à Bangkok. Alors, nous avons le delta du fleuve. Il est naturel. Et quelque chose qui m'émeut profondément, c'est du fait que nous sommes engagés dans cette question du mouvement de la durabilité. Nous nous concentrons sur l'Amazonie parce qu'elle est toujours debout, substantiellement parlant. Mais nous avons déjà envahi les plaines américaines avec le système des aliments industriels. Et nous avons déjà envahi tous les deltas des fleuves avec nos villes. Et nous pensons que c'est normal. Les champs de de production de maïs, ce qui se passe en Amazonie a déjà eu lieu dans d'autres aires vitales. Je n'ai pas une question spécifique, mais j'aimerais vous remercier pour nous avoir aidés à regarder ce que nous avons fait avec la planète et ce que nous pouvons faire, pas seulement avec Bangkok, dans l'invasion des fleuves, dans les deltas des fleuves, et avec des projets comme le vôtre. Nous avons là un jardin urbain qui est petit par rapport à l'échelle de la ville de Bangkok, mais c'est un grand effort. Nous pouvons dire que nous sommes en train de récupérer la vitalité de ces locaux tout au long du temps. Nous avons besoin de continuer. Nous ne pouvons pas rester passifs et ne rien faire. Nous devons nous améliorer. Comme vous avez dit, Bangkok ne va pas changer. Les problèmes de la ville, les problèmes d'inondation et tant d'autres, en incluant les désastres naturels. Et Bangkok sera toujours une ville du monde. Et de même, c'est de même pour d'autres villes. Millions de personnes vivent dans ces locaux. Nous devons nous adapter et il ne s'agit pas de s'adapter en nous basant sur la peur. Nous devons nous adapter en nous basant sur la résilience et la flexibilité. L'être humain doit s'adapter, consommer moins de viande et tant d'autres choses. Et ceci retourne à ce point initial que vous avez mentionné. En touchant les personnes, en les faisant changer, nous devons toucher leur cœur, pas leurs esprits, leur tête, pour qu'elles changent véritablement. Et ceci ne
ça n'a pas lieu à travers la logique. Ça a lieu à travers de l'émotion. Les personnes doivent s'inquiéter. Si votre ville peut s'effondrer, qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Nous arrivons au point critique. Et nous devons donc changer et de mettre en pratique des actions. C'est joli, merci. Bruce, rapidement, avant d'aborder les questions, beaucoup de votre travail, Bruce, aurait pu être discuté ici durant des heures. Comme j'ai dit, j'avais avant cette passion pour la production agricole durable. Les animaux sont à l'origine de la santé des champs, par exemple. Mais j'étais intriguée par rapport à votre commentaire sur les politiques gouvernementales. Il y a beaucoup d'entreprises qui croient que les entreprises sont à la source de l'innovation future. Ce sont elles qui vont libérer le chemin. Mais j'aimerais que vous nous disiez comment vous équilibrez les nécessités des innovations entrepreneuriales avec les innovations, avec les politiques gouvernementales. Oui, nous sommes du côté des subventions des politiques gouvernementales. Nous ne critiquons pas. Il y a des stimulus significatifs qui ont été introduits durant l'administration Obama. Les gens ont migré vers les voitures électriques, mais ceci n'a pas été suffisant. Voyez Biden, numéro emploi, numéro 2, hyperstructure, mais la Chine a 93 industries qui travaillent avec des batteries. La Chine aura des centaines de ces fabriques dans quelques années et les États-Unis qui en ont 4 en auront un peu plus, mais pas suffisamment. En Chine, le gouvernement vient remplir les brèches qui ne sont pas occupées par les entreprises privées dans les voitures électriques et partout dans d'autres projets. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement. Le gouvernement doit faire en sorte que le futur de la viande, le futur de ces technologies soit produit aux États-Unis. Je vais maintenant parler des questions de notre grande audience et j'aimerais juste vérifier que nous avons encore 10 minutes. Est-ce que c'est correct? Cette question de Jess est adressée à Coach. Jess est au Kenya. C'est une question sur le développement qui ne considère pas, qui ne prend pas en compte l'environnement. Comment vous arrivez à faire face dans la pensée des grands incorporateurs immobiliers du gouvernement? Nous avons besoin désespérément de cela. C'est Coach qui répond. C'est toujours dans l'objectif de faire plus d'argent. Ceci n'est pas juste avec nos peuples. En Thaïlande, et je suis sûre que c'est la même chose au Kenya. Si quelque chose a été fait dans un pays, ça peut être reproduit dans un autre pays. On doit changer la politique, mais pour moi, je pense que ça prendra 20 ans pour changer une politique. En Thaïlande, il y a tellement de problèmes. On doit créer, par exemple, des initiatives et des actions pour que le gouvernement puisse voir ces initiatives et d'autres personnes puissent voir cet exemple et reproduire cet exemple. Donc, et les personnes puissent voir que ceci est faisable et ceci peut devenir une politique d'État. Et donc, nous faisons en sorte que les gens commencent à croire à ces actions. Et c'est la première idée en 30 ans et ça marche bien. Et donc, ça aide une ville de 20 millions de personnes. On peut ajouter à votre frustration et à votre irritation et vous n'êtes pas seul.
C'est pour ça que nous devons lutter et communiquer et informer un plus grand nombre de personnes. Mais bon, il faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Et bon, il y a une question pour tous les intervenants. Et il y a beaucoup d'entreprises encouragent les gens à acheter encore plus. Comment on peut connecter les idées de la santé planétaire et des think tanks comme le vôtre et la presse et les médias qui veulent faire en sorte que les gens consomment davantage? Bon, comment on peut unir ces deux idées qui semblent un paradoxe? Bon, ça, c'est une question qui me passionne. On doit penser à des voies. Comme citoyens, nous avons nos rôles à jouer. Il faut comprendre nos désirs et nous donner ce que nous voulons. Quand je voyage, par exemple, j'adore l'expérience anthropologique d'aller à un supermarché. Par exemple, vous allez au Japon et vous allez à un supermarché, vous allez au Brésil, au supermarché, et ce que vous voyez sur les étagères sont les souhaits et les désirs de cette population. Et si la population n'achète plus cet objet-là, il n'est plus disponible. Et au contraire, le contraire. Donc, il faut voir qu'est-ce que nous voulons vraiment. C'est pour ça, il faut prévoir nos désirs. Par exemple, une innovation dans plusieurs entreprises. Je ne pense pas que toutes les entreprises peuvent résoudre cet appétit parce que c'est un miroir de notre appétit. En tant que citoyens, nous devons choisir ce que nous achetons. Et c'est le volume, la première chose. On doit réduire le volume et ensuite nous devons penser à mieux acheter. Et nous parlons par exemple de cosmétiques et d'hamburgers, mais toutes les industries, par exemple, une femme aurait acheté par exemple une pièce de vêtements qui aurait duré 20 ans et aujourd'hui c'est 66 pièces et elles sont utilisées 3 fois avant d'être jetées ou données. Donc, 66 pièces utilisées 3 fois uniquement, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable où que nous soyons. Donc, en tant que citoyens, nous devons être responsables de ce que nous achetons et de comment nous utilisons. Par exemple, littéralement, les entreprises, les sociétés, elles sont un miroir de ce que la société veut, de ce que les gens veulent. Oui, je suis d'accord absolument. Et ce que je disais, l'inefficacité de faire grandir des plantes pour nourrir les animaux, c'est le même paradoxe. Des gens prennent des décisions aujourd'hui de ne pas acheter certaines choses. Donc, il s'agit de nos décisions en tant que citoyens, en tant que consommateurs, de prendre ces décisions. Ça veut dire, si on doit nourrir le bétail, ça veut dire 9 fois plus d'eau utilisée, 9 fois plus de terre utilisée et de pesticides. Donc, il faut choisir, il faut poser ces questions à toutes les personnes. Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Il faut, c'est vraiment essayer de convaincre un à un. Ce que je pense, il faut vraiment changer la mentalité. Nous avons vraiment fait des études. Il faut changer la consommation de viande animale parce que ceci, on veut que le niveau de consommation soit vraiment très faible, mais ceci doit commencer. Ce changement doit commencer à survenir. Encore une fois, ceci reflète d'une façon holistique. Et je parle d'une société qui fait l'agroponie et des poissons appelés le tilapia. Et par exemple, s'ils veulent des tilapias qui se nourrissent par les plantes, et donc on encourage la demande de plantes,
de plantes pour nourrir ces poissons. Et donc, j'ajouterais que ce n'est pas juste la viande versus les plantes, c'est tout le système, l'ensemble du système qui est créé pour ceux qui plantent et qui cultivent la terre. Bien sûr, le maïs et le soja, bien sûr, c'est le plus gros problème. Mais si on peut voir un système agroponique qui encourage d'autres types de plantes, on peut avoir aussi la protéine, par exemple, des poissons comme une option aussi. Encore une fois, je veux parler de l'importance que toutes les entreprises comprennent le processus de régénération, de renouvellement. Et il faut manipuler les données avec des algorithmes. Parfois, ces entreprises le font ça sans notre connaissance. Elles manipulent les algorithmes, elles manipulent nos données. Donc, on peut avoir un Facebook ou un Google qui est un modèle d'entreprise totalement différent. Et nous ne serions pas des victimes de cette extraction de données et sujets à ces systèmes qui nous induisent nous mènent à acheter, à consommer chaque fois plus. Et donc, cette compréhension de ce système, et quelqu'un veut ajouter quelque chose à cette question des annonces publicitaires? Oui, très rapidement, je pense que les gens veulent se sentir beaux et ils veulent avoir du plaisir en mangeant. Ça sera très difficile de changer. Et je pense que le monde aussi doit changer d'une façon plus juste pour que nous puissions nous épanouir d'une façon plus durable et plus saine. Et je pense que deux choses sont un grand espoir. Je pense que la législation sera plus dure, plus rigide quant à la planète et à la consommation. Et encore une fois, je reviens au récit. Dans nos campagnes publicitaires, on veut faire l'inspiration pour les produits Écosse et personne ne va acheter davantage de ces produits, mais des produits qui vont leur rendre plus, par exemple, les femmes plus belles, comme Chronos, par exemple, elles vont acheter parce que ce sont des produits cosmétiques qui vont améliorer leur peau, par exemple. Et donc, il faut créer une nouvelle mentalité, plus de conscience et un récit plus responsable avec des produits merveilleux. On doit associer ces deux choses, la mentalité, la conscience, la sensibilisation et les produits. Donc, je pense que nous sommes en train de voir un point de changement où il n'y aura pas une option. À un moment, il faut avoir un récit qui soit convenable avec les produits que nous offrons. Merci. Juste, je pense que c'est une question d'avoir un choix. Comment on va nous apprendre à nous-mêmes comment être conscients et sensibles aux questions de la planète et de la consommation et comment nous changeons en tant que personne. Et ce facteur doit voir un changement. La priorité doit être la sensibilisation. Et ceci est très important, mais on doit être vraiment, il faut avoir des économies autosuffisantes. Et ceci peut être une réponse. Ça, c'est ce qui va nous permettre de changer. C'est ça. Oui, excellent. Bon, on aurait pu continuer pour des heures, mais nous avons une contrainte de temps. Et on me dit de rappeler le public et les conférenciers de nous rejoindre à la prochaine discussion qui va parler de la production d'aliments. Et nous aurons d'excellents conférenciens et je pense que Bruce va rejoindre cette plénière. Merci à tous et à toutes et mes amis, de nos nouveaux amis pour la vie et à tous qui ont participé. J'espère que nous puissions continuer. Merci.